Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Erwan Gauthier, le Head of Growth de Lemlist. Bienvenue Erwan. Salut. Merci d'avoir répondu favorablement à notre demande. Avec plaisir. Nous on se connaît déjà, Ouais. puisque j'étais mon client quand j'avais le bureau des goodies chez Ornica. C'est vrai, il y a 7 ans, 8 ans. C'est ça. Ouais, on en reparlait juste avant. Très belle époque. On a bossé ensemble là-dessus. C'était une chouette aventure pour moi et on avait bien bossé ensemble. C'était cool. Je te rassure pour nous aussi, c'était Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, je m'appelle Erwan, j'ai 30 ans, j'ai une petite fille. Ça fait 10 ans que je bosse dans la tech. J'ai commencé, comme tu dis, chez Ornica. Il y a un peu plus de 8 ans, j'étais Head of Business Development chez Ornica. À l'époque, on était 25. Maintenant, c'est une boîte qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont 300 à peu près, voilà, avec d'autres produits, etc. Et je m'occupais notamment de la partie offline, marketing offline et sales offline pour Ornica. Et donc, du coup, de vendre des codes de la route et des permis de conduire un maximum de gens. Et donc, du coup, cible jeune plutôt. C'est toi qui gérais le programme ambassadeur de Exactement, exactement. On avait une stratégie un peu campus étudiant, un peu comme ce qu'a fait Red Bull ou ce qu'a fait Lisa à l'époque, d'aller dans les campus étudiants, de montrer Ornica, qui était un produit en ligne historiquement, mais qu'on voulait rendre tangible, puisque permis de conduire, c'était depuis la nuit des temps un produit physique, puisque tu allais dans une autre école, tu serrais une main, tu allais dans une salle de code, etc. Et donc nous, on voulait recréer ce truc-là parce qu'on sentait que c'était ça qui nous différenciait aussi des écoles traditionnelles. Et du coup, on allait sur les campus, on montrait les produits, on parlait avec les gens. Ouais. C'est ça qu'elle avait créé et c'est aussi comme ça qu'on arrivait à closer des gens qui étaient peut-être dubitatifs sur le produit, sur plein de choses. Et on se rend compte que, tu vois, maintenant que je fais beaucoup de visio, etc., je me rappelle quand même que quand tu as quelqu'un à 1 mètre de toi, tu as une force de conviction qui est quand même pas la même, tu vois, qu'à travers un Google Meet ou autre. Et c'est quoi qui change selon toi entre les deux? Je pense qu'il y a une proximité physique qui, en fait, je pense en tant qu'être humain, tu ressens plus les choses, tu vois. Je pense que tu peux être beaucoup plus dans l'émotion aussi, tu vois, dans le regard, je sais pas, susciter de l'intérêt, susciter de la surprise, etc., etc. Là où dans un Google Meet, t'es peut-être plus aseptisé. Tu vois, ton émotion, tu vas pas arriver à la retranscrire telle quelle, tu vois. C'est sûr que tu commences le Google Meet. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Vous me voyez bien? Ça crée pas, tu vois, ça crée pas d'émotion. Et puis je pense qu'il y a un environnement. Moi, je sais qu'on marchait beaucoup, tu vois, avec les prospects, etc. On marchait pas, je fais pas des randos avec les prospects, mais en gros, dans le setup dans lequel on était, on pouvait un peu se balader, tu vois. Et je pense que ça crée aussi une dynamique. Et je pense que le simple fait que les gens te voient physiquement, ils ont plus confiance en toi. Je sais pas, il y a un truc de... Ok, t'es un être humain comme moi, mais je pense que c'est inconscient. Hein. Et t'es un être humain comme moi, tu vas me serrer la main, tu vas me donner un papier avec, je sais pas, ce qu'on s'est dit. Je sais pas, il y a un truc, en tout cas pour un jeune, en tout cas à l'époque, peut-être que c'est moins le cas aujourd'hui, mais pour un jeune, je trouve qu'il y avait ce truc de ça me rassure. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a parlé, il peut lui en parler à ses parents derrière en disant hey, au fait, j'ai vu quelqu'un dans l'ICAR sur mon campus, il m'a donné ça. Là où le problème d'Internet, je fais très boomer en disant ça, mais le problème d'Internet, c'est comment tu fais confiance en fait. Comment tu fais confiance à un site vitrine, comment tu fais confiance à un faux sign-up, enfin, tu vois, c'est très aseptisé, donc c'est très dur. N'importe qui dans n'importe quel pays peut te faire un site vitrine avec WordPress en 1 heure, t'envoie une séquence LinkedIn ou Instagram, te vendre un truc et ça n'existe pas, quoi. Complètement. Et donc du coup, je pense que, et tu vois, moi je le vois chez Lemlist aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de deals qu'on close qui se font en physique. Tu vois, quand tu commences à aller un peu plus haut en termes de nombre de sites, etc., on sent qu'il y a besoin de ça. Et du coup, on les invite au bureau, il y a un déj, un machin. Et j'en parle beaucoup avec beaucoup de collègues en gros dans d'autres boîtes. Et quand tu commences à aller très up market sur des gros deals, tu sens que tu as besoin de ça, tu vois. C'est bien, parce que nous, on assiste plutôt au phénomène inverse. La semaine dernière, on a un client qui est à 500 mètres d'ici. 500 mètres. Et on s'en rend compte en plaçant l'invitation. Je lui dis, mais tu veux pas qu'on aille au café entre nous deux, quoi. Il dit, non, j'ai pas le temps, on va le faire en visio. Je dis, ok, si tu veux, mais c'est quand même vachement dommage, quoi. Dommage. Je pense que ça fait autre chose, en fait. Et après, oui, c'est sûr que c'est plus confortable pour tout le monde de s'enchaîner les visios toute la journée. Mais quand tu veux vraiment faire une différence et quand tu sens que c'est important, j'ai l'impression que ça compte, quoi. Ouais, c'est important. Mais je trouve qu'on y perd aussi le plaisir. Ouais. Tu vois, faire que de la visio, monte, t'orientes, t'organises, c'est sûr que ta visio, t'as pas les 1 demi-heure de trajet entre le point A et le point B. Non. Mais t'as pas la qualité qui te fait gagner un rendez-vous peut-être aussi. Ouais, bien sûr. Et je trouve ça dommage, tu vois, je parlais avec le grand-père de ma femme. Lui, il a été directeur de l'informatique à la BNP. Donc plutôt côté achat. Il bossait énormément avec IBM et autres. Moi, je me faisais inviter en hélicoptère à Bordeaux pour aller déguster du vin. Je me suis fait inviter sur le Concorde. Ok, est-ce que c'est pour ça qu'il a choisi cette boîte-là? Peut-être.
Peut-être. Non, mais peut-être. Mais ça fait aussi partie de pourquoi lui se levait le matin, pourquoi il allait avec plaisir à son travail. Et ça, je trouve qu'on l'a perdu. Ah, bien sûr. Mais tu vois, j'en parlais avec Maxime qui travaille chez Gorgias, qui est un help center pour les e-commerce et Shopify notamment, qui est une grosse boîte qui fait 50 millions d'ARR, etc. Et il me disait, on commence à réinviter des gens en match de Ligue des Champions. Tu vois, il dit, on recommence à donner des places pour Roland Garros, on recommence à inviter des dîners, etc. Et ça, c'est des trucs que moi, tu vois, quand j'étais jeune, où je voyais mon père ou les collègues de mon père et tout, qui faisaient ce genre de trucs, tu vois, ils étaient invités à Roland machin. Je me disais, waouh, c'est incroyable et tout, tu vois. Et en fait, je pense qu'on perd aussi ce truc-là, mais parce que je pense qu'on a aussi plus peur de est-ce que je vais favoriser quelqu'un ou pas quelqu'un, etc. Tu vois. Et je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que la façon de vendre aujourd'hui, elle peut aussi repasser par là. Ouais. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas du tout un aveu de faiblesse de se dire que tu vas inviter quelqu'un au resto. Au contraire, t'as envie de convaincre quelqu'un, tu penses que ton produit c'est le bon et tu veux mettre la personne dans la meilleure disposition. Bah, en fait, donne-toi les moyens que ça marche, tu vois. J'ai vu un post hier sur LinkedIn d'un mec qui disait, bah voilà, je sais plus qui c'était, peut-être qu'il se reconnaîtra. À prestat égal, j'avais 2 fournisseurs. Ouais. Il y en a un qui m'a invité à faire du sport. Ouais. Ah oui, j'ai vu, je crois. Tu l'as vu passer? Ouais, j'ai vu. Et l'autre qui m'a pas invité, bah j'étais voir celui qui m'a invité à faire du sport. C'est Paul de Mojo qui a fait ce post. Exactement, ouais, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Et qui va passer dans le podcast. Ah cool. Bientôt, je crois que c'est le 11. Trop bien. Donc oui, t'as envie de bosser avec ceux qui te comprennent et qui tu partages le truc. Une visio, tu peux être Gad Elmaleh, tu peux être le plus sympa du monde, tu vas rien retranscrire. Non. Alors qu'en physique, tu peux être un pas marrant. Ouais. Tu vas quand même créer quelque chose. Bien sûr. Ouais, complètement. Bon, alors raconte-nous comment t'es passé dans Nicar avant du permis à l'Emlist. Écoute, pas mal de péripéties. Non, j'ai fait 3 ans chez Nicar, 2018-2021. Ouais. Après, j'ai déménagé à Lyon et j'ai travaillé chez Doux, qui est un concurrent d'Indy, Penny Lane, qui fait la compta en ligne pour l'entrepreneur. Voilà, donc là, à ce moment-là, j'ai pris ce rôle de Head of Growth. En fait, comment tu passes de sales à growth, etc. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de mythes, tu vois, tout est très segmenté, tout le monde veut faire que un et pas l'autre. Je pense que moi, chez Arnica, on m'avait laissé la liberté de faire des choses, de créer des choses, de créer des leviers, etc. Et donc, dans ce mindset-là, tu es autonome, tu veux te débrouiller tout seul, et donc du coup, tu crées ce mindset qui est un peu le mindset gros au sens large, tu vois, qui est juste de dire, ok, bon, bah, il y a un problème, je vais essayer de le résoudre par moi-même avec les outils que j'ai, avec machin. Et après, la finalité, elle était offline, mais en vrai, à la fin, on essayait quand même de créer du revenu de façon plus rapide possible, etc. Donc, c'est pas un mindset très différent. En soi, c'est juste l'outillage qui est un peu différent, tu vois. Et du coup, quand j'arrive chez Doux, je reprends un rôle plus classique que tu vois dans les startups, en gros, où je gère beaucoup de marketing, tu vois. Beaucoup de paid, beaucoup d'outbound, beaucoup de partnerships, etc., etc. Et c'était vraiment ça que je voulais faire, parce que je sentais que c'est là où je pouvais avoir le plus d'impact aussi. Et que le offline, comme je l'avais chez Arnica, c'était très, très, très spécifique à Arnica, tu vois. Il y avait très peu de boîtes qui allaient me donner un rôle comme ça. Voilà. Donc, du coup, ça t'enferme un petit peu aussi. Et puis, j'ai fait Arnica avant le Covid. Après le Covid, c'est pas tout à fait la même chose non plus, quoi, tu vois. T'as pas la liberté, pas le même fond, pas le même plein de choses. Donc, ouais, 12 pendant 1 an et demi. Donc, très chouette. J'ai monté toute l'équipe grosse. On a fait x2,5 sur le revenu, etc. Donc, c'était chouette. Et après, j'ai fait Folk, qui est un CRM qui est issu du startup studio Exa, c'est Monkey Founders, qui montait partie, vous allez dire. Ceux qui ont été Aircall, Front, Spendesk, etc. Et j'arrive au tout début, je suis le 7e, 6e. Et maintenant, c'est une boîte qui fait 3 millions d'ARR, qui sont une trentaine, un peu moins d'une trentaine. Voilà, donc Folk, concurrent d'UpSpot, concurrent de PineDrive. Donc des petits concurrents évidemment, c'est plus rigolo. Mais donc voilà, le CRM, c'est le marché le plus saturé du SaaS. T'as 700 compétiteurs dans le monde. Tout est très cher, tout est très compliqué, tout est plein de choses, mais donc c'est très challengeant aussi pour des métiers comme le mien, tu vois. Donc moi j'arrive on est 6 mois avant le lancement. Et donc bah pareil, tu recrées tout un playbook de comment tu vas attirer la bonne personne, comment le flow de Sign-up est bon, comment la conversion est bonne, etc. Et après, on a commencé à faire des démos, puisqu'il y avait quand même pas beaucoup de gens à part Julie, Simon et moi côté business. Et donc du coup, on a commencé à faire des démos, donc j'ai refait des démos en visio cette fois-ci, je n'ai pas serré des paluches. Mais, et donc du coup, c'était chouette parce que du coup, moi j'apprenais aussi. Tu vois, j'ai fait un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps en disant que j'ai fait beaucoup de démos dans ma vie, enfin, tu vois, démos ou d'entretien sales, peu importe. Et que ça me servait beaucoup aujourd'hui. Quand tu veux écrire une landing page, écrire une ad, écrire un email outbound, etc., tu captes du verbatim que tu ne capteras jamais si tu lis tous les benchmarks de l'espace ou que tu es sur une ligne. Et je trouve que du coup,
tu vois, même quand je faisais des démos, tu sentais des accroches à toi qui marchaient mieux. Ouais. Tu sentais, je sais pas, des réflexions qu'un prospect pouvait te dire. Tu te dis, ah tiens, c'est intéressant, je l'avais pas trop formulé comme ça, tu vois. Et du coup, en faisant des démos chez Folk, bah, t'améliorais aussi ton produit, t'améliorais la façon dont t'avais d'attirer les gens, t'améliorais plein de choses, tu vois. Et donc ça m'a beaucoup servi. Et puis après, on a recruté des sales, donc j'ai beaucoup fait de démos. Mais donc voilà, donc j'ai fait 3 ans là-bas. Donc là, continuité, tu vois, marketing grosse. Et du coup, j'étais déjà dans cet univers un peu sales tech, prospection, etc. Et donc, quand Lémis est venu me chercher, j'ai dit, ok, bah, c'est le next step logique, tu vois, évidente. C'est le but ultime? Je sais pas si c'est le but ultime, en tout cas, elle est évidente, la suite, tu vois. Boîte plus grosse. C'est une boîte américaine en France. Ouais, voilà. Donc c'est très très rare. Et donc c'est un écosystème qui est assez unique, tu vois. Ils ont fait des paris très forts sur le contenu, sur plein de choses. Et donc du coup, c'était hyper intéressant pour moi parce que du coup, tu avais un peu cette deuxième phase de l'Emlist, ou troisième, je sais pas très bien, où en gros, bah, ok, maintenant on fait 30 millions d'ARR, comment on fait 100, tu vois. Et moi, bah, cette tentation, j'ai jamais fait. Donc du coup, bah, c'était un challenge qui était hyper excitant. Donc là, ça fait 2 mois. C'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas l'Emlist, ouais, tu peux décrire l'Emlist en 2 phrases? Ouais, 2 phrases. Pas simple. 2 phrases. Les activités, c'est pas simple. Ouais, non, on est un outil d'engagement pour les commerciaux qui veulent prospecter et on le fait via plusieurs channels qui sont LinkedIn, email et maintenant l'appel, parce qu'on a intégré l'appel dans la liste aujourd'hui. Ouais. Et donc on permet aux équipes commerciales de mieux prospecter, personnaliser et le faire de façon automatisée le maximum possible. C'est bien ça, t'es venu me vendre un truc en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. T'as bien raison. Ok. Et du coup, comment se passe la prise de poste? Qu'est-ce qui est nouveau chez l'Emlist en tant que monde de mindset? Ouais. Bah, il y a un sujet très précis par rapport à l'Emlist, c'est que 60-70% de l'acquisition se fait via l'organique. C'est-à-dire que les gens viennent naturellement sur l'Emlist. Et ça, c'est en grande partie grâce à Guillaume pendant 7 ans sur le contenu, sur éduquer, sur donner beaucoup de valeur gratuitement, etc. Et donc on a une marque qui est plutôt connue en France, tu vois. Quand à l'époque, quand je travaillais chez Arnica et que je parlais à n'importe qui, Arnica, ça leur parlait parce que c'était un produit pour eux, tu vois. Là, aujourd'hui, quand je dis je suis chez l'Emlist, ça parle à tous les gens de l'écosystème startup tech, etc. Donc c'est un avantage hyper cool, tu vois, pour recruter notamment, tu vois, et pour vendre aussi. Donc ouais, marque très forte. Donc moi, sur mon métier à moi, ça change un peu la façon d'appréhender un peu comment je fais l'acquisition, etc. Le deuxième truc, c'est que c'est une boîte qui n'avait pas de sales jusqu'à encore 1 an. Okay. Tu vois, et donc c'est assez drôle, c'est pas drôle, mais c'est particulier de se dire que ton ICP, c'est les équipes sales, et tu n'en avais pas il y a encore 1 an, tu vois. Et là, Yann, qui est arrivé il y a 1 an, fait un travail dingue et a recruté beaucoup de gens. Et tu vois, le but, c'est que l'équipe sales prenne de plus en plus de deals, qu'on ait plus de market, etc. Mais c'est hyper cool de se dire qu'en fait, on est en train un peu d'être notre propre produit, enfin, tu vois, notre propre ICP. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, moi, j'apprends beaucoup aussi, tu vois, parce que du coup, forcément, quand tu targetes des équipes commerciales, donc moi, je l'ai un peu été, mais pas au point de Yann ou de l'équipe commerciale chez l'Emlist. Et donc, du coup, je me mets beaucoup au contact d'eux aussi pour dire, ok, comment toi, tu regardes des outils, sur quoi tu regardes des vidéos YouTube, tu vois, enfin des trucs qui, eux, pensent être naturels, mais moi, qui me servent beaucoup, tu vois. Voilà. Et puis, contenu, beaucoup. C'est un gros shift, moi, par rapport à avant, c'est que il y a une volonté en tout cas de transmettre et du coup de faire beaucoup de contenu éducationnel, vidéo, LinkedIn, webinars, tutoriels, etc., etc. Ça, je pense que c'est l'ADN de l'Emlist depuis toujours et je trouve ça très cool parce qu'en fait, tu donnes avant de recevoir. Et du coup, moi j'ai fait beaucoup de shadowing en démo depuis que je suis arrivé et tu sens déjà que les gens ont déjà une espèce d'accroche avec l'Emlist parce qu'ils se sont dit ah mais oui, j'avais vu votre webinar, j'ai vu votre vidéo, j'ai vu machin, et donc t'as déjà, comme si t'avais déjà donné quelque chose en fait. Et que les gens étaient là pour te rendre un peu presque. Ouais, et puis c'est aussi le côté très fort de Guillaume, qui est très sympathique. Bien sûr. Où bah, il est sympa, c'est un peu le surfeur qui est là. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui laisse triathlète maintenant, mais qui te laisse transparaître. Ouais. Et du coup, tu as envie d'être sympathique en retour avec lui. Bien sûr. Et puis, il a toujours dit, je pense que l'Emlist a toujours dit, on est là pour aider. Tu vois, on a l'outil qui te permet de le faire, mais à la base, l'outbound, l'outreach en général, c'est déjà du conseil. Tu vois, c'est quel target tu as, quel message tu fais. Et ça, en fait, ça, c'est un être humain qui peut te le dire. Tu vois, à part maintenant des IA, etc. Mais encore, mais ça, je pense qu'on en parlera, mais nous, on n'est pas convaincus que ce soit l'IA qui remplace le conseiller qui va te dire de quoi faire.
nous on est convaincus que ce ne sera pas l'IA qui va remplacer les commerciaux. Non, ça c'est sûr que non. Ça nous arrangerait bien d'ailleurs. Non, c'est clair, moi j'aimerais pas vendre des IA, tu vois, ça me ferait un peu chier. Mais non, voilà, donc c'est ça qui change chez Lemis aujourd'hui, tu vois. Et puis voilà, forcément les ambitions, le produit bouge beaucoup. Et tu vois, un challenge que moi j'ai évoqué quand je suis arrivé, c'est que Lemis, c'est pas le produit hype aujourd'hui, tu vois. Dire qu'aujourd'hui, tu as plein de produits dans la sales tech. Je parle de Clay par exemple, ou tu vois, qui ont une très grosse hype. Et du coup, je faisais le parallèle l'autre fois avec des marques de fringues, c'est-à-dire qu'il y a des marques de fringues qui sont hype à un moment donné, tout le monde se rue dessus, et après, 6 mois plus tard, c'est la marque d'à côté, tu vois. Et tu vois, sur les outils sales, etc., il y a beaucoup ça, en fait. Et il y a beaucoup de tendances. Et donc, du coup, Lemis, ça a été l'outil hype pendant X années, tu vois. Et du coup, maintenant, le but, c'est de retrouver un peu cette hype-là, ou pas d'ailleurs, parce que tu vois, le débat, c'était de se dire, est-ce qu'on reste un outil dans lequel les gens ont confiance? On n'est pas juste un truc shiny que les gens vont se dire, il faut le tester maintenant, etc. Ou est-ce qu'on retrouve de la hype avec des features plus orientées sur ce qui se fait aujourd'hui, tu vois, l'IA, machin, etc. Ou dans la façon de se présenter, ou plein de choses, tu vois. Mais c'est un challenge aussi pour nous, parce qu'il faut qu'on retrouve un peu ce momentum. On l'a dans les chiffres, on a fait le meilleur mois de l'histoire de la Lemis ce mois-ci, tu vois. Donc c'est pas le sujet, mais c'est plus une question de perception, tu vois, pour les gens. Voilà. Moi, je l'ai utilisé, je pense en 2021, la Lemis, 2022, je sais plus, sur du mailing. C'est pas il y a si longtemps que ça, mais pour moi, ça s'imposait comme la référence. Je vais te dire. C'était le moment où il y avait la hype, je pense. Ça s'est un peu estompé avec les rumeurs de levée de fonds, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tu gardes en fait les fondations solides, la crédibilité, et tu dis si l'Emlist sort un truc qui me convient, j'irai. Je te donne un exemple, je savais pas que vous faisiez de la VOIP. Ça va moi. Mais t'imagines bien que nous, avec tous les commerciaux qu'on a, c'est un vrai enjeu en termes de qualité et en termes de... Demain, et il y en a plein, des serveurs VOIP qui coûtent pas grand-chose. Tu les étudies, mais tu les étudies pas vraiment. Vous lancez un truc de VOIP, on l'étudiera parce que c'est la liste. Parce que vous avez créé des bases solides. Je pense que c'est entre guillemets, le cadeau de toutes ces années de contenu gratuit, etc. Tu vois, et tu vois, c'est aussi marrant de... Moi, je parlais avec beaucoup d'utilisateurs là, depuis que je suis arrivé, et beaucoup me disent un peu comme toi. J'utilisais Lemis il y a 2 ans, ok, c'était cool, je l'ai pas utilisé parce que je sais à peu près ce que vous faites. Enfin, tu vois, les gens ont une image d'un produit, et quand toi, tu sais qu'il y a beaucoup plus de valeur dans le produit que ce que les gens perçoivent, c'est parfois frustrant, tu vois, parce que tu arrives Tu vois, moi, je parlais beaucoup avec les sales, ils arrivent en démo, ils disent en fait, on fait aussi ça. Et les gens, ils disent ah ouais, ok. Ah ouais, en fait. Ouais. Et puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Et en fait, après, c'est un sujet marketing. Par où tu fais rentrer les gens, tu vois. Tu commences à leur dire, on fait ça. En catalogue, c'est comme tu arrives en démo, tu peux pas dire, voilà tout ce qu'on fait. Tu t'adaptes à ce que le gars en face de toi te dit. Toi, du coup, c'est quoi ton objectif? C'est de les faire venir en démo? C'est de les pré-convertir? Nous, il y a 80% aujourd'hui du revenu qui vient du self-serve, donc les gens qui arrivent tout seuls et qui payent tout seuls. Donc ça, c'est plutôt côté marketing, côté grosse. Et après, notre but, c'est... Il y a beaucoup de démos en inbound, donc les gens font des demandes de démos naturelles sur la liste. Et après, nous, le but, c'est dans ces sign-up-là, dans ces inscriptions-là, d'essayer de détecter des gens qui n'auraient pas pris de démo, mais qui devraient en prendre une selon nous, tu vois, qui ont des plus gros paniers moyens, des plus grosses équipes, etc. Mais en vrai, pour l'instant, on est assez autonome chacun, équipe grosse, équipe 16 est assez autonome. On bosse sur plein de sujets ensemble, mais eux gèrent des deals plutôt plus gros qui viennent d'inbound aujourd'hui, et nous, on gère plutôt la partie self-serve, en gros, de gens qui viennent naturellement tout seuls, avec une acquisition classique. Voilà. Et toi, tu te définirais au service grosse comme le lien entre les sales et le marketing, comme marketing, comme... Ouais, c'est un bon point. Nous, on est dans l'équipe marketing. Ouais. Donc dans l'équipe marketing, il y a la partie grosse dont je m'occupe et la partie brand et content dont Alice s'occupe. Je pense qu'on est... Oui, on est plus proche de l'équipe sales parce qu'on a des liens presque techniques, tu vois. Ouais. Voilà, de CRM, de plein de choses. Il y a une équipe Ops aussi chez Lemis qui n'est pas rattachée à l'équipe marketing, qui notamment fait toute la tuyauterie, bosse sur plein de projets, un peu workflow, etc. Donc ouais, je dirais qu'on est le pont, je sais pas, en tout cas on essaye d'être le plus proche du business et du revenu et de faire ce qui a le plus d'impact en termes de chiffres, quoi, en fait. Et donc si c'est donner des démos d'essai, on le fera, tu vois. Voilà. Et souvent, tu vois, on divise un peu le service marketing du sales, on les oppose, ils se comprennent pas assis. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Moi, j'en ai une qui est un peu particulière, c'est que j'ai fait les deux.
et je trouve pas mes questions. C'est fort. Mais non, je trouve que c'est un peu toujours un mythe, quoi. Ce truc de guéguerre, marketing sales, quand tu vas dans les boîtes, j'ai jamais vraiment trop vu tu vois, une vraie guerre ouverte. Il y a toujours effectivement des trucs sur les leads, qualifié, pas qualifié, qualité, pas qualité, attribution, pas attribution. Je pense que ça vient de l'intelligence des managers, des équipes, tu vois. Et aussi, je pense que maintenant les outils permettent, enfin en tout cas les CRM aujourd'hui, te permettent quand même d'avoir une impartialité entre guillemets entre marketing et sales, tu vois. Et que si la tuyauterie est bien faite, tu es censé ne pas avoir de flou artistique sur est-ce que les leads sont qualifiés, pas qualifiés, d'où ils viennent, qui les a closés, machin, etc., comment ils attribuent. Donc, en tout cas, chez Ami, ça n'existe pas. Dans d'autres boîtes, ça peut exister, je pense, tu vois. Je pense aussi il faut éduquer aussi beaucoup, tu vois. Une équipe marketing, elle doit éduquer sur ce qu'elle fait auprès de l'équipe sales. L'équipe sales doit éduquer aussi sur ce qu'elle ressent en démo ou en meeting client, etc. Tu vois, moi, je pousse beaucoup les équipes commerciales, là où je suis passé, à me dire, tu vois, même des trucs qui leur paraissent pas pertinents. Moi, je me tape des records de démo, etc. Mais parce que tu sens des trucs, il y a des gens qui disent, au fait, j'ai croisé ton produit sur telle vidéo YouTube. T'as jamais entendu parler de la vidéo YouTube. Tu vois, et tu découvres qu'il y a un gars qui parle de Lemnis, tu vois. Ou, ouais, je vais pas prendre Lemnis parce que, je sais pas, il y a un concurrent qui m'a fait une offre 2 fois moins chère. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, et des trucs où tu ressens, et du coup, c'est là où tu crées du lien entre marketing et sales, tu vois. C'est que toi, tu t'en sers comme user research presque, et eux s'en servent en disant, les sales, moi, ils viennent me voir en disant, ok, bah, tu sais, moi, on m'a dit ça en démo, peut-être c'est bien si dans ton targeting, tu expliques plus ça, comme ça, moi, quand j'arrive en démo, peut-être qu'ils ont mieux compris ça, enfin, tu vois. Et c'est ça la vraie synergie, donc moi, je suis plutôt dans ce truc-là, et j'ai l'impression que toutes les boîtes devraient l'être, parce que sinon, les boîtes devraient l'être, c'est sûr. Après, c'est assez évident pour le marketing, comment tu surfes un peu sur les retours des sales. Est-ce que tu peux expliquer comment les sales devraient profiter entre guillemets du travail du marketing? Ouais, c'est un bon point. Je pense que déjà ils doivent être au courant de d'où viennent les leads. Pas se dire j'ai une démo, trop bien, magnifique, je suis très content, je vais la faire, mais plutôt d'essayer d'avoir l'historique, tu vois, de se dire ok, je sais pas, il est venu avec un message d'outbound, il est venu avec une ads, il est venu avec un partner. Ça déjà, ça définit quand même complètement comment tu vas aborder une démo, le niveau de connaissance que le gars a du produit. Est-ce qu'il est déjà dans le produit, est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il vient pour 10 personnes ou pour une personne? Enfin, tu vois, est-ce qu'il a lu du contenu avant de venir? Enfin, tu vois, choses comme ça. Ça, je pense que c'est important qu'un sales soit au courant de ça. Parce que ça va, une, orienter la démo, et deux, il faut qu'il ait conscience du niveau d'implication du prospect au moment où il arrive, tu vois. Je pense que aussi, nous, on fait beaucoup de tests, tu vois, on teste beaucoup de trucs. Et je pense que c'est un peu le mindset qu'un sales doit avoir aussi. Tu vois, de se dire, je teste des accroches, je teste du pitch, je teste des ouvertures, je teste plein de trucs. Et du coup, de se dire, ok, moi, c'est cette version-là qui marche, tu vois. Et ça, nous on fait beaucoup parce que c'est notre métier, tu vois, et qu'on est obligé de tester très vite pour qu'on puisse avoir du résultat. Je pense qu'un sales peut très bien appliquer ça, tu vois. Et se dire, ok, bon, bah, je suis un peu mon propre laboratoire, tu vois, et je teste des trucs en permanence, parce que je pense que je vais pas dire il y a beaucoup, parce que c'est généraliser beaucoup de trucs, mais il y a des sales qui, à mon avis, ont un pitch tout droit, et pendant 2 ans, ils peuvent faire le même pitch tous les jours. Voilà. Ça, moi, je peux te le dire. Voilà. Ça, je peux te le dire. Et si tu les sors à un mot près du pitch, ils sont perdus. Voilà. Ça existe. Ouais, voilà. Et ça, je trouve ça compliqué parce que du coup, toi, en tant que côté marketing, tu te dis, bah, en fait, tel produit a changé. Tu sais, notre offre, elle est un peu différente. Tu sais, on se positionne un peu plus comme ci ou comme ça, etc. Et du coup, tu as du mal à repousser un peu, toi, ce que tu as produit jusqu'au bout, en fait, jusqu'à bout de la chaîne de valeur qui est en fait la plus importante, tu vois. Et du coup, bah, le sales, moi, en tout cas, les bons sales avec qui on bosse, c'est des gens qui viennent te voir en disant, ah, c'est intéressant, vous avez sorti ça, comment tu l'expliques, toi? C'est quoi le verbatim que tu mets sur une landing page, etc. Parce que je vais le réutiliser, parce que je vais l'adapter à moi, à mon prospect. Tu vois. Donc, être un peu au courant, c'est un peu comme être au courant de l'actualité d'une boîte, tu vois. Enfin, il faut que tu puisses parler des dernières actualités et de façon très précise, quoi. Après, tu as tout un phénomène où tu te dis, mais le commercial, c'est celui qui parle beaucoup, c'est celui qui a une grande gueule, qui a l'élocution parfaite, etc. Bon, qui est véhiculé par les clichés de la société, les films, etc. Alors que c'est tout l'inverse. C'est celui qui est curieux, celui qui va être à l'écoute, celui qui va sentir son interlocuteur. Pourquoi? Et tu l'as sous-entendu hyper pertinemment, c'est que tu vas pas me vendre à moi comme tu vas te vendre à toi, ou comme tu vas vendre à celle-là, ou à celui-là. Et ça, le commercial qui est bon, il le sait, il le comprend et il l'anticipe. Celui qui récite son script, en fait, il a aucune chance. Bah, je pense qu'au début, tu le fais parce que ça te rassure.
et que tu te sens plus assuré, etc. Et puis après, il faut s'en détacher, je pense, tu vois. Et tu sens, tu vois, moi je me fais prospecter beaucoup aussi, et tu fais un peu de démo quand tu as intérêt. Tu vois la différence entre un sales pas préparé ou un peu junior, ou tu vois, et un sales plus senior qui en fait a plus l'habitude et qui est là pour savoir ce que tu veux, tu vois. Et toi, tu leur racontes ta vie. Des fois, peut-être tu commences à raconter ta vie sans t'en rendre compte, et parce que le gars il te met à l'aise et qu'en fait il est pas là du tout pour te vendre, il est juste là pour vérifier si ce qu'il va te dire dans 10 secondes, c'est exactement ce que tu voulais entendre, tu vois. Et ça c'est des qualités, en fait. Enfin, c'est un skill set, tu vois. Tout le monde l'a pas et tout le monde ne le fait pas bien. Mais je pense que c'est ça le but ultime d'un sales, c'est d'arriver à anticiper un peu ce que la personne va dire et du coup d'adapter son discours. C'est très théorique, mais vraiment la découverte, elle te permet justement Complètement. d'avoir le besoin, d'avoir comment va raisonner le prospect, c'est quand même intéressant, et de créer un problème, ou de révéler un problème. Si tu as ces éléments-là, tu as juste presque à remplir les trous, remplir les cases, et tu vends ton truc aussi simplement que ça. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais je pense que ça va évoluer aussi avec. Ça a déjà évolué, je trouve, la partie commerciale avec, tu vois, avec le SaaS, etc., la démo. Je pense que tu es obligé d'être différent, tu vois. Aujourd'hui, tu es obligé de créer un peu de momentum, etc. Je trouve qu'on baisse un peu en qualité à cause de ça. Ouais, c'est possible. Je trouve qu'il n'y a rien de plus exigeant qu'une vente en physique. Ah non, mais ça, c'est sûr. Une vente sur laquelle tu n'as pas le support de montrer, bah tiens, ce bouton il sert à ça, celui-ci il sert à celui-ça. Et je trouve qu'on y perd un peu, que ça automatise et aussi la vente. C'est vrai. C'est vrai. Après, il n'y a pas de vérité absolue. Hein. Tu vois, moi j'ai toujours rêvé d'embaucher les gens dans la rue qui te demandent qui sont dans les associations et qui te demandent. Et je trouve que, je sais pas pourquoi ça fait 10 ans que je me dis un jour on embaucherait un. Je me dis, ces gens-là, en termes d'expérience commerciale, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Tu te prends des bâches toute la journée. Et quand on a un qui veut bien te parler, tu as 15 secondes pour être pertinent, lui faire une blague sur son bouton de manchette, sur machin. Enfin, tu vois, c'est des gens qui sont extrêmement, je trouve, vifs et tout. Et je me dis, tu vois, ces gens-là, tu les mets en visio, il va rien se passer. Ouais, puis je pense qu'ils partent très vite. Déjà, il va rien se passer, tu vois, parce qu'ils ont ce truc-là de. Et pareil, un mec qui a fait toujours la visio, tu le mets dans la rue, tu lui dis, va pitcher la liste. Ça le travail, hein. Ah, ça va être dur, tu vois. Mais. Ça va être dur. Et ça peut être marrant. Ça peut être très drôle, tu vois. Ça peut être très drôle. Et parce que je pense que c'est un bon exercice aussi et que tu peux très bien. Alors, tu ne closeras pas le deal de l'année, je pense. Ça dépend des quartiers, peut-être. Si tu vas dans un quartier très start-up à Paris, peut-être que tu peux arriver à trouver des trucs. Mais non, mais c'est un joli. Je trouve que c'est un joli parallèle aussi, tu vois, de se dire que tout le monde, les gens ont des clichés sur la vente, mais tout le monde vend tout le temps. Juste les gens dont c'est le métier et d'autres pas, tu vois. C'est juste ça. Mais... Je prenais cet exemple-là hier en formation. Si toi, tu as une fille, par exemple, elle a 5 ans, bah, faut lui vendre l'idée de se brosser les dents, de bouffer des épinards, d'aller au lit, d'arrêter de jouer. Enfin, c'est de la vente aussi. T'as un argumentaire, t'as un pitch, t'as des objections, t'as plein de trucs. Donc voilà. Et du coup, il y en a qui en font un métier et ils sont payés pour ça, et d'autres qui juste le gardent en qualité première. Et c'est drôle parce que à la formation d'hier, il y avait une maman. Okay. Alors, sa fille, elle avait 7 ou 8 ans, je crois, je sais plus. Et elle m'expliquait que sa fille, c'était une bonne vendeuse. Okay. Et on rigole. Et en prenant un peu de recul, tu te dis, bah, c'est une bonne vendeuse. Parce qu'elle a compris toutes les règles, intuitivement. Bien sûr. Elle va vite, direct au but. Elle pose des questions, certes un peu grossières, parce que... parce qu'elle est jeune. Parce qu'elle est jeune, mais elle a compris qu'en posant cette question, elle va faire levier pour argumenter. En fait, c'est ça. C'est clair. Et on commence à partir sur des délires commerciaux ultra compliqués, avec des scripts ultra compliqués, un jargon technique. Mais c'est pas ça qu'il veut, le client. Non. Il a un problème, il veut que tu lui résolves. Bien sûr. Il veut que tu lui résolves bien, vite, pas cher. Ça, c'est à toi de le découvrir. Mais fais-le. Ouais, c'est simplicité. Et tu vois, Jérémy, c'est beaucoup ça aussi, tu vois, ce sujet de simplicité, pas d'idées complexes, pas de... Essayer d'être le plus simple possible, parce que c'est souvent là où t'es plus proche de la vérité, quoi, tu vois, t'es plus proche de quelque chose. Et ouais, ça fait du sens, clairement. Et toi, comment t'as commencé alors? La goule grosse, la vente? Ouais, c'est un bon point. Moi, j'ai fait des études de commerce, j'ai fait des BUT Tech de Co en tout premier. Donc là, tu te formes de façon théorique, on va dire. Et après, j'ai commencé à faire du free assez tôt, en fait. Pour l'histoire, il se reconnaîtra, Raphaël, qui est venu en Master 1 en cours pour faire un cours de... je sais plus ce que c'était intitulé, ça devait être n'importe quoi, je pense. Et il vient et il nous fait des pitchs sur automatisation, scrapping, machin, etc. Je découvre tout ça là en 2 heures, tu vois. Et à la fin du 2 heures, il dit, juste pour info, si vous vendez sur Malte, sur Upwork, c'est tant de l'heure. Et franchement, vous pouvez faire ça. J'ai
Ah, ok. Et le lendemain, je reviens, je dis, ouais, je me suis inscrit et tout, et je suis le seul de ma classe à l'avoir fait, tu vois. Et j'ai dit, ok, bon, peut-être je suis complètement allumé, soit c'est une bonne idée, tu vois. Et donc, je commence à faire ça. Et maintenant, je peux en parler parce que c'est les prescriptions, mais en gros, je m'inscrivais sur des plateformes type Mal, Crème de la Crème, etc., avec mon profil à moi. Ouais. Et donc, je prenais une émission et je sous-traitais après sur Upwork à des gens que je payais beaucoup moins cher, qui me faisaient le taf. Je le prenais moi et je leur vendais. Voilà. Ouais. Donc, je faisais ça. Et donc, du coup, je devais vendre à ces prestats-là en disant, bah voilà ce que je sais faire, ce que je sais pas faire, etc. Et du coup, tu vendais, en fait, tu vends en permanence, tu vends. Et donc, voilà, et c'est un peu ma première expérience sur les deux en même temps, tu vois, vente et grosse. Après, j'ai fait pas mal de cette business qui ont tous plus ou moins pas marché. Voilà. Mais un exemple, on en veut un peu. Qu'est-ce que j'ai tenté de faire? Un truc intéressant. Attends, je sais pas si je peux dire ou pas, parce que des trucs qui sont pas forcément encore. Même aujourd'hui, tu vois, j'assume pas. Même aujourd'hui, j'assume pas, je pense. Non, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Si, ouais, j'avais fait un site. J'avais fait un site pour des trucs d'astrologie de chat. Ouais, de chat. Ouais. En gros, tu mettais le nom de ton chat. Il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque. Ouais. Tu mettais le nom de ton chat, là, quand est-ce qu'il était né, et je te sortais un thème astral de 14 pages. Voilà, je te le vendais 15 balles. Et l'ICP, c'est quoi de ça? Tu sais très bien qui c'est, l'ICP de ça. C'est femme 30-35 ans. Ah, j'aurais dit plus vieux. Ah ouais? Ah ouais. Non, femme 30-35 ans avec un chat. Ouais. Et ça marchait pas trop mal. Hein. Ouais, ça marchait pas trop mal. Bon, après, je suis pas convaincu d'astrologie, mais j'ai juste senti la niche. Et sur chat, ça marchait mieux que sur chien, d'ailleurs, pour enfants. Ouais. Voilà. Mais donc, voilà, et donc forcément, tu te formes à faire une landing, à faire des machins, à faire des trucs. Donc, tu te formes comme ça. Et après, la vente, en vrai, tu vois, c'est des trucs débiles, mais quand t'es jeune, tu fais des brocantes, des machins, tu fais des trucs clichés de merde. Mais en fait, moi, mon père, il était directeur commercial. Ouais. Et donc, j'ai toujours vu ce truc-là de vendre. Tu vois, il me disait, ouais, on a signé tel client, machin. Donc, ça m'a toujours un peu. Je sais pas, travailler. Depuis tout jeune, je sais que je veux créer des trucs et je veux les vendre, tu vois. J'ai toujours eu ce truc de business, de revenus, d'argent. J'ai toujours voulu faire ça, tu vois. Et du coup, la vente et le marketing, c'était les moyens les plus évidents de faire l'argent et de rentrer dans le truc de créer, tu vois. Parce qu'une fois que tu as un produit et que tu peux faire et le marketing et la vente, globalement, tu peux y aller tout droit, tu vois. T'as 80% de voilà, après, tu vas faire rentrer. Moi, je suis pas tech, tu vois, donc je n'ai pas créé de produit, etc. Mais par contre, tu peux vite commencer à te débrouiller, etc. C'est un peu ça le mindset grosse aussi, tu vois. Et est-ce que le mindset gros, je voulais te la poser tout à l'heure, je ne vais pas te couper, tu penses que c'est faire avec les moyens du bord bien, ou est-ce que ça a totalement changé? Je pense que ça a changé. Ouais. Je pense que c'était le cas il y a 7-8 ans, tu vois, à une époque où il y avait le terme gros hacker, tu vois, que j'ai jamais trop compris. Parce que je pense que c'était un biais pour les entreprises, parce qu'ils disaient j'embauche un gars qui va me hacker ma croissance. Et là, c'est là où ça a créé des problèmes, parce que du coup, tu viens et tu dis bah bonjour, je vais faire peut-être ça. Et il dit bah non, mais tu devais hacker ma croissance. Ah non, pas du tout, moi je vais te faire mon travail, quoi. Et puis bah on verra bien. Si ton produit il est éclaté au sol, je vais rien pouvoir y faire malheureusement. Voilà. Donc ça, je pense que c'était un biais. Et maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on est entré dans une ère, à mon avis, beaucoup plus technique. Du gros marketing, et tu vois beaucoup d'automatisation, beaucoup d'IA. Tu vois des sujets très profonds sur personnaliser ton message, créer beaucoup de machines, d'usines à gaz, entre guillemets, pour créer des choses. Donc je pense que c'est beaucoup moins le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus de comment tu allies des compétences marketing théoriques avec tes compétences techniques, API, automatisation, etc. et tes compétences presque vente, entre guillemets. Enfin, en tout cas, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu fais quelque chose. Et donc, c'est un peu ce triptyque-là qu'il faut essayer d'avoir au maximum. Et en fait, après, quand tu as une équipe grosse comme moi, bah, tu prends des gens qui fit avec un ou deux ou trois de ces trucs de triangle-là, tu vois, et d'essayer en sorte d'avoir une équipe un peu homogène, tu vois. Mais je pense que c'est beaucoup moins le cas, et je pense qu'aujourd'hui, les équipes grosses dans des boîtes matures sont des équipes qui sont beaucoup plus staffées, beaucoup plus. Qui savent très bien où ils vont, qui ont des vrais objectifs, des vrais enjeux, et qui du coup ont la ressource aussi technique et humaine pour le faire. Donc c'est beaucoup moins, après dans des boîtes early stage ou dans des boîtes qui démarrent, oui c'est sûr que tu tentes des trucs, tu fais comme tu peux avec ce que tu as, tu es créatif. Moi je pense que la créativité reste un des gros sujets du mindset en marketing en général et d'autant plus en grosse. Parce que du coup tu es obligé d'être créatif, parce que tellement tout le monde reçoit des emails, tellement tout le monde fait des ads, qu'à un moment donné, si tu veux être un peu démarquant, il faut le faire différemment. Et comment vous faites-vous, alors sans en dévoiler trop sur la stratégie, parce que quand tu vas sur LinkedIn par exemple,
T'as l'équipe de gauche qui te dit le mailing ça marche plus, Ouais. le MP LinkedIn ça marche plus. L'équipe de droite, ceux qui vendent du mailing et du MP LinkedIn, si ça marche, faut juste bien le faire, faut le faire avec moi d'ailleurs. C'est mieux. C'est mieux. Les ads ça marche, non ça marche pas. Comment tu analyses tout ça et comment tu crées une stratégie? Je pense que en fait sur LinkedIn après c'est un œil sur la réalité, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent des trucs pour faire du reach aussi, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui parce que toutes les channels sont saturées, tu vois. Et donc du coup le sujet c'est est-ce que tu continues à faire un truc qui est saturé ou est-ce que tu fais autre chose? Sauf que le autre chose, en fait, tu vois, ça fait 20 ans que la tech elle existe. S'il y avait eu un autre chose, on le saurait, tu vois. Je veux dire, même quand tu regardes les photos US qui ont logiquement 3, 4, 5 ans d'avance sur la France, tu regardes ce qu'elles font, tu dis ok bon bah c'est pas, ils ont pas inventé un truc que j'ai pas vu venir, tu vois. C'est sûr que c'est un peu des trucs un peu différents de ce que tu fais toi, mais c'est pas une nouvelle channel que personne n'aurait vu, etc. Tu vois. Une fois que tu as testé partnership, SEO, ads, outbound, communauté, contenu, etc. Bon bah t'as testé ce qui se fait normalement sur du SaaS, tu vois, notamment sur du SaaS. Et donc le sujet c'est de prendre cette channel-là et de juste d'être créatif, tu vois, ou d'être sur un marché qui nous, à mon avis, nous ce qu'on pense c'est que notre marché à nous il peut vite devenir un peu chiant, tu vois. Du SaaS, prospection, les gens, la prospection, c'est bon, tu vois, ils ont une image un peu compliquée. Insulté suffisamment souvent pour voilà. Et donc du coup, nous, ce qu'on essaie de créer, c'est plutôt une marque aussi autour. Tu vois, c'est ce que Lemonist a essayé de vendre depuis 7 ans, c'est nous, on veut vous aider à devenir des gros noms dans votre domaine, tu vois. Donc, on veut vous aider à développer le business. C'est ça qu'on cherche, nous, à faire à la fin, tu vois. C'est que les boîtes qu'on accompagne, elles gagnent de l'argent et qu'elles prospèrent et qu'elles embauchent des gens et qu'elles rachètent des boîtes et qu'elles deviennent des licornes, tu vois. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Et donc, du coup, je pense que, pour répondre à la question, je pense qu'on le fait différemment dans l'approche marque, de qui on est, ce qu'on veut véhiculer, tu vois. Je pense qu'on est assez unique dans l'écosystème français, dans notre à nous, SaaS, prospection, etc., mais en France notamment aussi, d'être très transparent sur ce qu'on fait, sur plein de choses, pour transmettre, encore une fois, c'est toujours un sujet. Et après, sur les channels à nous, bah, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de capitaliser sur ce qu'on a, ce qu'on met, tu vois. Donc, beaucoup de contenu, beaucoup la marque qu'on a aujourd'hui, donc c'est de convertir ces gens-là. Donc, on va pas faire les efforts de tout le monde d'aller chercher des prospects froids, etc. On va plutôt essayer de se concentrer sur comment on fait pour convertir cette demande-là, tu vois. Voilà. Nous, en gros, les 3 channels qui marchent très bien pour nous, c'est partenariat, avec qui on bosse beaucoup avec des agences intégratrices qui intègrent les ministres dans les entreprises, avec des resellers aussi qui rachètent les ministres et qui leur vendent aussi à des boîtes. On fait beaucoup aussi de contenu, évidemment, et donc on réutilise ce contenu-là pour faire notamment des lignes magnettes, pour faire des free tools, etc. Ça marche très bien. Voilà, on fait de l'AS aussi, évidemment, parce que ça reste une base solide sur laquelle on se repose. On fait de l'influence aussi, j'en ai fait beaucoup chez Folk quand j'y étais. Ouais. L'influence marketing, notamment sur LinkedIn. Et du coup, c'est un truc qu'on veut refaire bien chez le ministre, notamment parce qu'on pense qu'il y a notre ICP à nous qui est très sales, bah, c'est les gens qu'on voit plus sur LinkedIn, quoi. Forcément, tu vois. C'est un peu cliché, tu vois, mais sur LinkedIn, c'est des commerciaux qui vendent des commerciaux, tu vois. Donc voilà. Et ça, t'as un bon ROI là-dessus? Ouais, parce que, encore une fois, je pense qu'il faut être différencié dans le contenu et dans l'approche, faut pas prendre les gens pour des vitrines publicitaires. Tu vois, en fait, tu t'inspires aussi de ce qui se fait en B2C, tu vois, sur Instagram, etc. Les concepts dont tu te souviens, c'est des concepts, tu vois, c'est pas genre, au fait, bonjour, voilà le produit, ça va être génial, tu vois. C'est plutôt, tiens, je suis allé visiter les locaux, ou tiens, j'ai fait une expérience avec eux et on a parlé de ça, ou tiens, on a fait un concept un peu, tu vois. Voilà, donc, ce qu'on essaie de faire, c'est ça, tu vois. Et puis en plus, on a le temps et l'argent de le faire, tu vois, et donc on a peu de créateurs avec qui on bosse, mais on s'investit beaucoup avec eux, tu vois. Voilà, et après on fait beaucoup de... forcément on fait de l'outreach, puisqu'on a un petit outreach, donc on fait de l'outreach, très ciblé, très targeté, etc. Donc voilà, et après on a 50-60% de notre trafic et nos sign-up qui viennent tout seuls. Je mets un gros guillemet à tout seul, parce que c'est le taf de... Tout seul, grâce à tout ce que vous avez fait. C'est le taf d'années et d'années de contenu, etc. Mais aujourd'hui c'est encore un taf qui paye, tu vois. Et pour ça quand plein de boîtes qui viennent me voir me disent ouais, est-ce qu'il faut investir sur le contenu? Je sais pas s'il faut, mais en tout cas, si tu le fais, ça a des répercussions sur des années, tu vois. Et quand tu crées une marque, ça a des répercussions sur des années. Donc c'est un asset qui est long à mettre en place, mais une fois que ça roule, c'est monstrueux. Tu vois. Et puis avec les outils qu'on a, c'est plus aussi coûteux, non, c'est vrai. aussi compliqué que... Non, c'est vrai. Après, tu pourras jamais faker, tu vois,
qui tu es en tant que personne, en tant que founder, en tant que plein de trucs, tu vois. Mais par contre, en termes de production, oui, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai commencé sur LinkedIn il y a 7-8 mois. Ouais. Enfin, il y a 9 mois, j'ai fait 3 mois très LinkedIn, très bonjour, on fait ça, très poli, très chic. Ouais. Ça n'a pas pris du tout. Et j'ai un copain un jour qui me dit, mais c'est qui parle sur LinkedIn à ta place? J'essaie d'être sérieux, pour une fois que c'est sérieux, tu vas pas me. Il me dit, mais pourquoi t'es pas toi-même? Et je dis, ok, bon, je vais être moi-même, je vais dire ce que je pense, je vais. Et ça a pris d'un seul coup. Bien sûr. Et c'est vrai que tu peux pas te cacher derrière un personnage. Au bout d'un moment, ça se sent. Il y a une problématique d'authenticité et ça prend pas. Et puis les gens, j'imagine, quand ils viennent te voir maintenant pour tes offres, au moins peut-être que tu attires moins le tout venant, mais par contre ceux qui viennent et qui t'attirent, eux, ils sont très ciblés, enfin tu vois, ils s'accrochent vachement avec qui tu es toi et avec l'offre que tu as. Sur LinkedIn, le lead entrant sur mes posts LinkedIn, c'est 80% de conversion. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas, notamment nous, on fait beaucoup de call puisque c'est sûr qu'on vend. T'es pas à 80% de conversion. Ah bah non, ça serait génial. Ça serait bien. Alors là, t'aurais découvert un truc que tu devrais dire, ne pas dire là. Ne pas dire là. Non, c'est clair. Mais ouais, tu vois, je pense que tu vois tout le travail que Lemis fait sur LinkedIn notamment et sur YouTube, et bah, c'est un asset incroyable parce que du coup maintenant quand tu compares, t'es un acheteur, tu vas comparer Lemis avec une autre marque. En fait, t'as un avantage concurrentiel de base, c'est-à-dire que t'as déjà vu un post de Guillaume, un post de Charles, un post de peu importe, t'as déjà vu une vidéo sur YouTube, t'as déjà vu, bref, donc forcément t'as un affect particulier pour une boîte parce que tu l'as déjà vu, entendu, et t'as déjà le discours de quelqu'un d'un être humain qui t'a dit au fait je vais t'aider, machin, etc. Enfin, tu vois, c'est évident. Donc bah, moi, tu vois, je suis Guillaume sur Insta. Ouais. Tu vas peut-être répondre parce que tu vas te mettre l'Ironman. Pas du tout. Mais tu le trouves sympathique, donc à offre égale, si tu hésites entre deux fournisseurs, tu vas aller vers lui parce que tu as l'impression de le connaître, ce n'est pas le cas. Bien sûr. Donc oui, c'est hyper smart. Et tu vois, et même les sales aujourd'hui, tu vois, je pense qu'il y a de plus en plus qui créent du contenu, etc., sur LinkedIn notamment et sur YouTube. Mais je pense que quand tu arrives en démo et quelqu'un a déjà vu passer ton contenu, peu importe c'est pas peu importe de quoi tu parles, mais entre guillemets, peu importe ce que tu as essayé de dire, etc., les gens vont se dire, ah mais il a entre guillemets le courage de dire des trucs, de passer du contenu, il a des réflexions intéressantes. Et du coup, quand tu arrives en démo, tu as l'impression de le connaître. Enfin, t'as l'impression en tout cas d'avoir. Tu penses que tu as l'impression de le connaître ou tu as le biais des likes, des followers, des machins qui te créent une autorité? Je pense les deux. Je pense les deux et je pense qu'il y en a beaucoup qui cherchent du contenu pour du contenu et beaucoup qui n'ont pas grand chose à dire. Et tu vois, moi j'essaie de suivre des gars, notamment aux US, qui font beaucoup de. C'est vachement la mode maintenant de se filmer en train de faire du call. Et je trouve que c'est cool parce qu'il y a ça donne plein de billes à plein de gens qui en ont peur et tout. Et tu vois, nous, on lance la VOIP là chez Lemist. Et du coup, on a fait beaucoup de user research avec des équipes commerciales qui font du call, etc. Et notamment des head of sales qui disaient, bah, moi, en fait, j'aimerais bien le remettre dans mes cadences, mais je trouve plus de gens qui sont prêts à le faire. C'est vrai. Tu vois, qui me disent, j'ai pas très envie, ça me fait un peu peur. Ah, ils me disent pas, ça fait un peu peur. Ils me disent, j'ai pas très envie, c'est un peu dur, etc. Oui, c'est dur. Là, on coach une boîte depuis 6 mois. Ouais. Et il y a un vrai top player dans la boîte. Ouais. Il est très fort. Ok. Hier, il m'envoie un texto. Vas-y, il est 14h, j'ai plus envie d'appeler. Je rentre chez moi, je peux plus. Ah ouais. Je peux plus, je suis bloqué. Pourtant, tu penses qu'il a dépassé tous les blocages, tout. Non, il me dit, je peux plus. Ah, c'est dur, hein. Et je dis, ouais, en fait, c'est hyper exigeant comme ça. Et je comprends déjà que tu saoules les gens. Ouais. Et je comprends que les commerciaux soient saoulés de saouler les gens aussi. Bien sûr. Après, il y a un vrai travail. Nous, c'est ce qu'on aimerait mettre en place, tu vois. Je ne vais pas te faire le coach inspirationnel américain, mais réussir à faire dépasser les peurs que tu peux avoir. Parce que je prenais cet exemple-là à la formation d'hier. Je dis, mais vous avez tous été voir ce film-là. Ok, le tueur en série, ils l'ont pris d'une prison où il joue un rôle. Bah non, il joue un rôle. Et quand il rentre chez lui, il est tueur en série. Bah non, pensez qu'il kiffe être un tueur en série dans le film. Bah non, il fait son travail. Et quand tu fais de la vente, c'est pareil. Ouais, bien sûr. T'es là, tu joues un rôle sur une vente, tu lui déranges, bah oui, tu déranges. Quoi qu'il arrive, personne n'attend ton appel comme ça, non, c'est sûr. Ça n'existe pas. Non, c'est sûr. Et ça, en France, c'est peut-être aussi culturel. Tu vois, c'est culturel, ça. Mal à le faire. Ouais, je sais pas, peut-être c'est culturel. Et je pense aussi que les gens qui sont saoulés, ils devraient se mettre 2 secondes à la place, enfin, toujours pas que c'est de l'empathie, mais 2 secondes à la place de celui qui le fait. Tu vois, ce coup de téléphone, parce que c'est aussi saoulant pour les deux. Enfin, tu vois, des fois. Quand c'est très bien targeté et que tu réponds à un vrai besoin, et que tu es bon en pitch, etc., c'est différent, tu vois. Mais, et c'est pour ça que, tu vois, nous,
chez Lemis, on essaie aussi de, tu vois, vu qu'on vend des équipes commerciales, d'essayer d'être dans l'empathie avec ces gens-là aussi. Et tu vois, il y a beaucoup de petites features un peu produits qu'on a fait dans le produit qui en fait sont pas des clins d'œil, parce que on fait pas des trucs pour se faire des clins d'œil, mais tu vois, qui sont liés à des feedbacks qu'on a eu de. En fait, tu sais, quand je fais des tâches d'appel, bah, je suis concentré, donc j'ai pas besoin d'avoir. Je dis une connerie, mais tu vois, pas besoin d'avoir mon dialer à gauche, mais à droite, tu vois. Bon, bah, il est à droite. Parce que on sait que c'est déjà suffisamment painful pour quelqu'un de le faire, si en plus ton produit il répond pas à tes besoins, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que le cold call aujourd'hui, c'est un peu ça cristallise tous les sujets de la vente en général, tu vois. Parce qu'envoyer un email, tout ça très normal, tu vois. Envoyer 100 000 emails, il y a des mecs qui viennent chez la mise, ils me disent, ouais, je voudrais envoyer 1000 emails à 1000 personnes que je connais pas. Bah, c'est bien, mais c'est pas gentil pour autant. Enfin, tu vois, non, mais c'est pas plus sympa. C'est pas ouais. plus sympa qu'un cold call. Enfin, aussi, si tu veux, tu vois. Mais et les gens comprennent pas ça, comprennent pas que un cold call, c'est quand c'est bien fait, c'est très très puissant et tu peux avoir vraiment du feedback très rapidement. Après, on s'est fait aussi savonner la planche par les fournisseurs d'énergie, bien les sûr, fournisseurs de panneaux solaires et bien sûr. Moi, j'en ai eu un il y a 2 semaines, où je fais un post là-dessus avec la vidéo. Le mec te vend une éolienne. Ou un panneau solaire ou je sais pas quoi. Je dis, mais j'habite dans un appart. Vous êtes sûr? Et je dis, bah oui, je suis sûr quand même de ce que j'habite. Parce que moi, sur mon document, j'ai pas ça. Bah oui, c'est dommage. C'est dommage, il a passé un mauvais quart d'heure. Mais tu vois, ça c'est marrant parce que moi, depuis que je suis Jamie, je me fais encore plus prospecter qu'avant. Et des fois, j'en reçois des trucs vraiment très marrants. Tu vois, même moi, je rigole, tu vois. Genre, hier, on m'a dit, est-ce que vous avez des problématiques de sécurité sur vos chantiers? Ah oui. Pas de chantier en cours en tout cas. Et du coup, maintenant j'ai un template de réponse où je dis franchement, c'est dommage parce que je suis pas du tout la cible, mais bon courage à toi, ça va le faire et tout. Juste pour rappel, si jamais tu veux faire un truc plus targeté, les ministres a fait ça. Si tu veux, on en parle. Tu vois. Mais en fait, d'essayer d'être empathique parce que tu vois, moi j'ai jamais rembarré quelqu'un. J'essaie de pas le faire, franchement, de rembarrer quelqu'un en disant t'es à côté de la plaque, machin, etc. Parce que je sais la douleur que c'est parfois. Aussi de recevoir des feedbacks qui sont durs, tu vois. Et je pense qu'en tant que sales, l'une des qualités premières, c'est d'avoir du recul. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, sur mettre une distance entre ton métier et toi-même, c'est très dur, mais pour tout le monde, hein. Et notamment quand tu es sales, parce que tu as un retour immédiat de quelqu'un qui te dit va te faire foutre en fait, tu vois. Genre, et puis des fois c'est mot pour mot. Tu vois, donc à un moment donné, ça, tu le prends pour toi, et que tu rentres chez toi et tu dis j'ai appelé quelqu'un, elle m'a dit va te faire foutre. À un moment donné, c'est dur à entendre en fait, tu vois ça. J'ai mis moi un post, un mec qui m'a dit va te faire foutre, comme ça, je sais plus. Et je le faisais pour des commerciaux à la base. En mode, bon bah voilà, c'est pas grave, on s'en fout, mais juste calmos, pourquoi tu m'insultes Et le post a été récupéré par la brigade des anti-commerciaux. Et je me suis fait dégommer. Je me suis fait dégommer. Genre sur 800 commentaires, un truc comme ça. Putain, je pense qu'on a 600 CD. Quel plaisir. Je dis bon, ok. Et les mecs. Tu me dis bien fait pour ta gueule, je dis à la fin, je dis pas merci pour le reach et va te faire foutre. Non mais je peux comprendre, ouais, mais c'est comme quand, je sais pas toi comment tu fais, mais quand tu expliques ton métier à des gens qui sont pas dans cet écosystème-là, tu dis je vends un logiciel qui pour prospecter. Et tu sais, t'as des gens qui te regardent comme ça, prospecter, c'est-à-dire. Je dis non mais je fournis un outil à des boîtes qui vendent un service ou un produit et tout. Et donc c'est à cause de toi que les gens ils m'appellent pour. Non, toujours pas. Non, pas du tout. Mais tu vois, c'est vraiment ça qui est ancré, tu vois. Et du coup, c'est aussi pour ça que, tu vois, nous, les boîtes qu'on target aujourd'hui, c'est des boîtes beaucoup plus matures, et qui, en fait, ça n'a jamais été un sujet pour eux, ce genre de truc, mais tu vois, qui sont dans un truc de comment on fait pour faire mieux, plus efficace, machin. Là où, tu vois, des fois, tu as des gens qui sont fondeurs, ou tu vois, qui sont freelance, etc., qui arrivent et disent, bah, moi, je fais de la prospection, mais je veux pas emmerder les gens. Moi, je vais faire de la prospection, mais sur 5 personnes. Je dis bah ouais, mais en fait, je vous aime bien, mais c'est pas la ministre le sujet, quoi. C'est toi en fait, c'est toi avec ton téléphone. Donc, mais c'est particulier, ouais. Et quel conseil tu donnerais à un commercial du coup qui va faire de la prospection? J'allais déjà utiliser la ministre, mais c'est pas ça. C'est trop promotionnel ça. Ouais. On te le garde, mais on en va. Non, pas du tout. Non, je commencerai pas par là du tout. Je pense, je dirais, d'avoir confiance en soi. En tout cas, d'accepter des moments plus durs, des moments où ça gagne. D'être un peu plus stoïque aussi. Je pense qu'on a beaucoup mis la célébration dans les process sales, tu vois. Genre, je creuse un deal, je mets ma tête dans un gong, voilà. Je l'ai vu pour de vrai, la première fois ça m'a choqué. Je vois un gars, il rentre tête dans un gong, je dis oui, ça doit faire mal. Là, c'est la Startup Nation. C'est la Startup Nation. Là, j'y suis là. C'est l'évolution du canal de glaçon de l'école de commerce, c'est ça? Exactement. Mais non, je dirais d'être plus stoïque parce que je pense que quand tu célèbres trop fort
c'est beaucoup plus dur aussi d'accepter les moments où c'est creux, tu vois. Donc ça va avec la confiance, mais ça c'est plus un question de mindset, mais enfin, moi souvent, j'ai l'impression que c'est souvent une question de mindset. Tu vois, c'est pas tant une question de qualité technique ou de pitch, d'outils, etc. C'est plus une question de, tu te lèves le matin, il va falloir que tu sois concentré et confiance en toi pour que tu puisses le dégager auprès des gens, tu vois, et que les gens le ressentent, tu vois ça. Je dirais ça, je dirais d'être le plus organisé possible. J'ai l'impression que les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui sont pas les plus organisés dans le sens, tu vois, très outils, très méticuleux, très workflow, mais juste, ok, aujourd'hui je fais ça, puis ça, puis ça. Dans mon call, je suis comme ci, comme ça, je lui parle de ça, puis de ça. S'il me dit ça, peut-être que je vais répondre comme ci, comme ça. Enfin, tu vois, t'as une méthode de faire de la stratégie, un peu, tu vois, d'avoir une stratégie en avant. Voilà, et je dirais aussi d'être très proche des équipes produits quand tu vends du SaaS. Être très proche des équipes produits et des équipes marketing, parce que c'est là où tu fais la différence, et c'est là où tu as un pitch qui est beaucoup plus rodé. Et je pense que, tu vois, moi je le vois sur les équipes sales de l'analyse, quand tu commences à vendre à des RevOps, des SalesOps, tu vois, des gens qui sont beaucoup plus techniques, si tu l'es pas toi, t'es mort. T'es mort parce qu'il va y avoir des questions très pointues, et c'est ça, en fait, t'as l'impression que pour toi c'est une question... on s'en fout. Voilà, pour eux c'est ça le sujet en fait, tu vois. Et c'est ça qui fait le deal ou qui fait pas le deal. Donc si tu réponds à côté de la plaque, ou si tu dis en fait je vais voir, et que tu réponds dans 3 semaines, en fait c'est cuit, tu vois. Donc du coup d'être très proche du produit ou de la marketing, ça te permet de pas avoir réponse à tout, en tout cas de juste verbaliser, ok, c'est dans la roadmap, c'est pas dans la roadmap, mais il y a peut-être une façon de le faire différemment, mais machin, tu vois. Et donc d'être beaucoup plus dans l'échange, là où tu sors de la position sales et tu viens de... Moi j'aimais bien les solution engineers, c'est Salesforce, tu vois. Ou chez HubSpot, parce que c'est des mecs qui ont la vente en tête, mais qui ont plutôt comment je vais te montrer comment tu vas le faire, tu vois. Voilà. Et ça, c'est le technico-commercial, tu vois, de France, tu vas dire. Mais je trouve que ça, c'est un métier qui est stylé, en fait. Et tu vois, on a un peu perdu ce truc-là. Soit t'es sales, soit t'es dans le produit, mais t'as pas le truc au milieu, tu vois. Et je trouve que c'est cool, moi j'aime bien en démo des mecs avec qui je peux parler de genre, ok, mais dans l'outil, moi je veux faire ça, comment je le fais dans l'outil, tu vois. Ou comment je le fais avec ton service, tu vois. Pas un mec qui va juste me dérouler sa presse, son pitch, machin, tu vois. Donc moi je dirais ça, proche du produit, mindset de confiance en soi et plus stoïque, et d'être organisé. Je pense que c'est ça qui fait alors le succès. Après, il y a des gens qui vont appliquer ça, ils vont dire ça va pas marcher. Il m'a dit n'importe quoi. Je suis désolé, je peux pas tout faire, mais voilà, après c'est ce que je vois moi dans les bons commerciaux que je vois, quoi. Bon, on va pas tarder à clôturer parce que sinon il reste 3 heures. Bien sûr. J'ai 2 dernières questions. La première, si tu avais une personne célèbre à inviter à déjeuner, ce serait qui? Roger Federer. Ouais. Qu'est-ce que tu lui vends? Qu'est-ce que je lui vends? De se mettre au padel. Parce que je crois qu'il a encore un peu de mal, je crois. Et moi, je suis très padel en ce moment. C'est intéressant ça. Et donc, du coup, je vais le convaincre. Ouais. Tu vois, d'essayer de convaincre le meilleur du tennis de se mettre à un sport qui est censé être un peu un dérivé, tu vois. C'est intéressant, je trouve. Ok. Et le deuxième, c'est plutôt un challenge. Ouais. C'est à toi de me vendre un truc. Alors d'habitude, on a toujours une connerie à vendre. Ouais. Là, tu vas me vendre l'M-List. Ah ouais, je l'ai pas vendu là, c'est pas assez là. Non, pas encore. Faut me closer là. Ah, il faut te closer. Je te dirais 3 trucs. Je te dirais que je pense que c'est l'outil qui va le plus servir dans le temps à tes clients. Et à toi-même, je pense, parce que c'est un truc qui va évoluer dans le temps et qui va pas, tu vois, en fonction de tes besoins, ça va évoluer avec ton besoin, etc. Et ça, je pense que c'est un vrai argument par rapport à des outils, tu vois, qui sont plus dans l'instantanéité de c'est la hype de faire truc. Voilà, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on a une roadmap qui est hyper stylée. Alors ça fait, je te vends la promesse, mais moi je la vois, la roadmap, et je sais que ça répond vraiment à des besoins des commerciaux. Ça répond vraiment aux enjeux qui sont aujourd'hui, tu vois. Et donc on va évoluer vers ce truc-là. D'ailleurs, on veut devenir une sales engagement platform, donc c'est vraiment tourné vers les commerciaux, tu vois. Voilà. Et le troisième point, c'est que je te ferai un discount. Ah, c'est bien ça. Bravo. Merci d'être venu nous voir. Avec plaisir, Smith. On remercie Erwan pour ce podcast et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.